Emmanuel Macron n'a pas le choix. Il doit prendre une initiative s'il veut retrouver sa pleine liberté d'action. Il doit prendre une initiative ou ouvrir un chantier. Donc vous citiez un remaniement, vous citiez... Un remaniement important, un changement de Premier ministre. Un changement de Premier ministre, voire, j'ai dit, pourquoi pas un projet de référendum, mais surtout quelque chose qui accroche dans l'opinion, quelque chose dont les Français comprennent que c'est vraiment significatif et que c'est pas une diversion politique. Est-ce que ce genre de choses accroche dans l'opinion ? Un remaniement, ça, c'est son un changement de tête à cher David, c'est son boulot. Non, mais je me là pose maintenant, il faut qu'il démontre aux Français qu'il n'a pas été réélu juste pour dire qu'il était plus fort que les autres. Il faut qu'il montre qu'il a été réélu pour diriger ce pays pendant 5 ans et pour faire accomplir à ce pays des choses importantes. Ruth disait tout à l'heure à propos des enjeux économiques et financiers, le problème de la dette, la menace, le climat assez volatile actuel. J'en ajouterai un. Il faut montrer au reste de l'Europe que les Français sont capables, malgré la réserve émise avec bon sens par Guillaume tout à l'heure sur l'héroïsme, que les Français sont capables de travailler plus pour produire plus. Il faut que nous produisions de la croissance dans ce pays parce que nous avons les systèmes sociaux les plus importants d'Europe. Nos systèmes sociaux sont enviés partout. Les Français les adorent, parfois jusqu'à la déraison, et il faut les financer. Et nous ne pouvons pas les financer durablement si nous ne créons pas davantage de richesses. C'était un des enjeux de la présidence Macron il y a 6 ans maintenant. Tout ça, il faut qu'il le démontre aux Français, aux Européens. C'est son boulot, je vous le redis. Changer de premier Donc, moi, je ne suis pas là pour lui fournir des idées, mais il faut qu'il en ait là. Qu'est-ce qu'il a comme carte en main ? Oui. Quand je dis carte en main, David, quelque chose qui imprime. Mais changer de Premier ministre, il faut arrêter avec ça. À chaque fois, on change de Premier ministre. À chaque fois, on fait un remaniement gouvernemental. Et les Français oublient dans la seconde ce qui vient de se passer. Mais non, ne parlez pas à la place des Français. Laissez-les parler. Hervé, oui, je veux dire... la 5e République n'a pas commencé la semaine dernière. Mais il s'est passé des tas de choses politiques importantes. Hervé, je suis aussi un citoyen. Je n'en ai rien à faire de qui est Premier ministre, sachant qu'en France, ce qui compte, c'est le locataire de l'Élysée. Il faut arrêter avec ça. Vous savez, on vient de passer 2 mois à regarder les sondages d'opinion pour savoir si les Français étaient pour ou contre la réforme des retraites. Quand on passe son temps à regarder les sondages d'opinion, on peut regarder aussi le projet politique. La question pour Emmanuel Macron, c'est que à peine réélu, il y a ce passage à vide et il y a une remise en question pas de sa légitimité, mais finalement de sa différence, de son utilité, du sens. Voilà. Et on a l'impression que ça s'est évaporé et que et les retraites, c'était une des expressions, et que lui-même a un peu disparu de la scène. Et donc, il faut au moins qu'il revienne. Il faut au moins qu'il dise pourquoi. Qu'il dise pourquoi et ce qu'il veut faire. Et donc, comment ? En parlant et en proposant des choses concrètes qui montrent qu'il a entendu. Parce que pour moi, ces manifestations sur les retraites, ce sont des manifestations sur le travail. Ce qui s'est passé, ce qu'on a entendu, c'est dur de travailler, pas longtemps, mais qualitativement. Aujourd'hui, on souffre au travail en France. Dans certains métiers, dans certaines situations, il y a des choses qu'on peut améliorer. Et donc, dire qu'il a entendu ça, déjà, peut-être quelque chose dans l'ordre du lien qui peut renouer. Pas facile de trouver une loi travail bien sûr, mais vraiment changera les choses au quotidien. Pour moi, c'est pas on veut pas travailler tellement plus longtemps, c'est qu'on n'est pas très heureux au travail aujourd'hui dans de nombreuses situations, et donc on a peur de continuer. C'est pas la loi qui peut changer ça. Mais je suis d'accord. Quand j'ai dit la loi, ça veut dire j'ai entendu, donc il y a des choses qu'il faut. Par exemple, quand Gabriel Attal dit moi à Bercy, je suis en train d'expérimenter la semaine de 4 jours. Alors, les gens travaillent autant qu'en 5 jours. En fait, ils ont des journées plus longues. Bon, on peut dire que ça relève un peu du gadget, mais il peut y avoir des idées comme ça. Il y a une loi sur l'immigration qui s'apprête à arriver au Parlement et qui est peut-être de nature à emmener derrière elle un certain nombre de parlementaires de droite. Mais donc, je pense que Emmanuel Macron peut encore y tenter des coups. En revanche, s'il s'agit de changer le logiciel de la France, là non. Mais de toute façon, depuis le début, il est entravé, c'est ce que je disais tout à l'heure, par l'absence de majorité. Donc les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Le seul gain politique qu'il a aujourd'hui, c'est que je pense que les LR sont dans un état encore pire qu'avant cette réforme. C'est-à-dire qu'eux, ils ont tout perdu. Ils apparaissent à la fois comme des supplétifs, mais pas capables d'être suffisamment engagés pour pouvoir faire passer la loi. Ils sont divisés entre eux, on comprend plus rien. Ça, c'est un gain politique, on va dire.
Bien, je voudrais qu'on demande le sentiment de quelqu'un qui nous rejoint régulièrement et dont la liberté de parole désormais semble totale, un opposant à Emmanuel Macron, mais pas un opposant systématique. Bonsoir Robert Ménard, maire de Béziers. Bonsoir. Je voulais connaître votre sentiment, pour employer un mot à la mode et qu'on met à toutes les sauces, votre ressenti après ce 49-3. Est-ce que ça ouvre une crise? Est-ce que le crédit d'Emmanuel Macron est entamé? Est-ce qu'il doit agir? D'abord, c'est évidemment un signe de faiblesse. C'est un signe de faiblesse. Pourquoi? Parce que manifestement, ils n'étaient pas sûrs d'avoir une majorité. On a vu tous les appels qui ont été lancés à un certain nombre de députés, toutes les discussions pour obtenir que les uns et les autres s'engagent à voter la réforme. Ils n'y sont pas arrivés. Donc ça, c'est un recul et c'est une défaite. Mais de vous à moi, je préfère la réforme avec le 49-3 que pas de réforme du tout. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'on en a besoin de cette réforme. Moi, je la trouve injuste parce que personne ne me fera croire que travailler 2 ans de plus pour l'immense majorité des gens, c'est pas dur. Alors c'est dur, mais c'est indispensable. C'est dur, mais c'est indispensable. Et puis, enfin, par ailleurs, je crois qu'on va vite oublier le 49-3 et que Madame Borne va en sortir grandie de cette histoire. Parce que les images, moi je discute avec des gens dans ma ville aujourd'hui, les images de Madame Borne conspuée, qu'est-ce que c'est, démission, l'empêchant de parler et tout. Moi j'ai vu des gens même qui n'aiment pas Madame Borne, qui n'aime pas cette majorité, qui trouve là, c'est trop. C'est juste insupportable. Insupportable. On ne se comporte pas comme ça. Je vois, qui c'est qui a dit, je ne sais plus, c'est Roussel, oui, Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, qui dit le Parlement est bafoué. Mais c'est eux qui bafouent la dignité du Parlement. Vous avez vu la mascarade à laquelle on a assisté depuis des semaines. On recommence avec la même mascarade. Enfin, attendez, c'est pas possible. Moi, honnêtement, là, je me dis, mais enfin, comment ils peuvent traiter quelqu'un qui est mon Premier ministre, quoi qu'on en dise. Moi, j'ai pas voté pour eux. J'ai pas voté pour eux, mais elle est notre Premier ministre et on la traite avec un tout petit peu de respect, honnêtement. Moi, j'avais honte de voir ces images-là et je vous garantis, comme plein de Français, j'en ai oublié le fait, oui, que c'est une faiblesse, un signe de faiblesse pour M. Macron de ne pas réussir à trouver une majorité sur cette réforme. Donc, pour vous, dans un mois, les Français auront oublié cet épisode, ils ont oublié que c'est le 49-1 ou le 49-3 ou autre chose, et ils ne retiendront que l'essentiel. Donc, il ne s'est pas passé quelque chose qui restera gravé dans ce quinquennat comme un écueil, comme un gros problème pour Emmanuel Macron ou Elisabeth Borne. Attendez, j'en sais rien. C'est intéressant, hein. Je vais pas m'amuser à lire dans le mar de café. Simplement, je constate chez moi, alors vous me direz, c'est le petit bout de la lorgnette, mais ça vaut bien d'autres sondages. Ce que je constate, c'est que c'était donc hier, il y avait moins de 2%, moins d'1% de grévistes dans ma mairie, moins d'1%, 0,77%. Si vous voulez savoir exactement, il y avait 1500 personnes dans les rues quand il y en a eu jusqu'à plus de 12 000 à Béziers, plus de 12 000. Je crois que oui, les gens qui, à juste raison, ont manifesté, mais ça allait au-delà de la retraite. C'est un agacement, une manière de dire qu'ils en ont marre du mépris, surtout en province. Alors là, et c'est pour ça qu'il y a eu tant de gens dans un certain nombre de villes moyennes de province. Une espèce de, on est loin de Paris, on nous regarde pas avec assez d'attention, on nous prend pas en considération. Il y a ça, mais en même temps, il y a une lassitude. Et vous verrez. Rappelez-vous, dans le passé, il faut avoir un tout petit peu de mémoire. On en a eu des réformes sur les retraites. Et puis au bout d'un moment, les gens se sont dit, même qui étaient contre, se sont dit, mais finalement, peut-être qu'il faut en passer par là. Attendez, comment vous faites aujourd'hui? Vous avez un certain nombre de gens qui ont le culot de vous expliquer « Ah non, c'était pas le bon moment ». Ben attends, il y a un bon moment pour expliquer aux gens qui vont travailler 2 ans de plus. Il n'y a aucun moment, ça emmerde tout le monde. Et pour tout un tas de gens qui ont des boulots difficiles, c'est terrible. Alors d'autres, ils vous disent « Ah, on n'a pas fait preuve d'assez de pédagogie ». Enfin, c'est un truc de faux cul, la pédagogie. C'est quand tu sais pas quoi dire, tu dis « On n'a pas fait assez de pédagogie ». Moi, ce que je pense, c'est que cette réforme, encore une fois,
moi, je ne suis pas pour cette réforme. Je suis pour une réforme, mais celle-là, elle fait un minimum. Et donc, je l'aurais votée si j'avais eu l'occasion de la voter. En tout cas, je n'aurais jamais voté contre. Je pense qu'il fallait aller plus loin dans la réforme, plus loin. Vous verrez que dans 4 ou 5 ans, on reviendra, on aura un nouveau débat parce qu'on dira, mais attendez, il y a encore un déficit et tout. Il fallait aller plus loin, il fallait mettre de la capitalisation, il fallait en finir avec tous les régimes spéciaux, enfin, il fallait aller plus loin. Alors, je ne vais pas vous faire la liste de tout ce que je reproche à cette réforme, mais je ne lui reproche pas, vous avez compris, de trop bousculer les Français. Je pense qu'il fallait les bousculer encore un peu plus parce que c'est une exigence. C'est pas, je dis pas ça pour me faire plaisir, je dis pas ça par masochisme, je dis ça parce qu'on peut pas faire autrement. Et les gens qui disent le contraire, ils vous mentent parce qu'on travaille plus longtemps, on a moins de gosses et il faut bien trouver une solution à ça. Le reste, ça, oui, c'est de la démagogie. Merci Robert Ménard. Donc, une hiérarchie entre l'enjeu fondamental à vos yeux et le revers qui finalement à côté de cet enjeu-là n'est pas si important que ça. C'est intéressant de vous entendre, puis c'est intéressant aussi d'avoir un point de vue loin de Paris malgré tout. Bonsoir Arlette Chabot, merci de nous avoir rejoints. Alors on était impatients d'entendre votre avis parce que malgré votre jeune âge, Arlette, oui, merci. Vous avez connu... Ça commence bien, j'ai bien fait de venir. C'est gentil. Vous avez connu par exemple les 28 49.3 auxquels a eu recours Michel Rocard. Oui. Il était Premier ministre et quand il n'y avait pas de majorité absolue... C'est un témoignage personnel que vous me demandez. Non, je voulais savoir si... C'est moins compliqué pour Michel Rocard, évidemment, parce qu'il n'était pas à la recherche de 40 voix. Et ça jouait en plus beaucoup plus facilement avec des centristes qui n'étaient pas hostiles à Michel Rocard et qui en plus étaient extrêmement bien traités, parce qu'on l'a beaucoup rappelé, par Guy Carcassonne qui, à Matignon, les traitait et était à l'écoute d'éventuelles demandes. Et il avait le droit de l'utiliser autant qu'il voulait. Et voilà. Et donc, il pouvait très bien répondre à ces demandes. Et là, franchement, on peut dire qu'Elisabeth Borne s'est fait balader par les Républicains. Les Républicains, c'est pour ça que moi, je pensais que le président n'irait pas jusqu'au 49-3. Qu'au fond, il dirait, on va au vote, et comme il l'a dit, d'ailleurs, que chacun prenne ses responsabilités. Et du coup, les Républicains étaient mis au pied du mur. Comment on soutient une réforme? Cette réforme est quand même très inspiré des propositions et des demandes et des souhaits des sénateurs. Le gouvernement suit la voie tranquillement, fait beaucoup de concessions quand même, répond à beaucoup de demandes des Républicains. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un jeu, pardon de dire, de dupes ou d'hypocrites, ou je dirais même de faux cul, avec des députés qui disent « Ouais, je ne sais pas si je vais m'abstenir ou je vais voter contre. Pas sûr, j'attends. » Donc, c'est quand même infaisable. Donc, du coup, vous dites... Ce qui s'est passé cet après-midi, ça n'est pas si grave, docteur. Si, je pense que c'est grave, parce qu'au fond, franchement, moi, vous savez, j'ai quand même mon âge qui est je suis très jeune, bien entendu. Pour une fois, c'est pas moi. Moi, j'ai du respect encore. Attendez, c'est pas fini. Ça va, j'ai du respect pour les élus. Je me dis, ces gens ont des convictions. Je suis là parmi les derniers naïfs ou naïves de ce pays où on dit... Ils ont des convictions, ça fait des années qu'ils se battent pour une retraite à 65 ans. Ils disent, oh là là, mais il faut, attention, les finances publiques, la dette, c'est terrible chez les Républicains. Ils sont très préoccupés. Vous vous souvenez, cramer la caisse, l'accusation de Valérie Pécresse, on l'a répété en boucle. Donc ils ont un souci des deniers, des finances publiques. Donc ils vont dire, le plus important, c'est effectivement que cette réforme passe. Donc, certains qui ont fait campagne en défendant le programme de Valérie Pécresse, qui ont répété aussi qu'ils étaient soucieux, encore une fois, de l'équilibre du budget. Il faut sortir du quoi qu'il en coûte. Il y avait une logique. Donc là, non. En fait, ce sont chacun des députés. Beaucoup de députés ont sans doute des convictions. On peut les rendre hommage, effectivement. Mais certains aussi sont des petits boutiquiers qui gèrent leur carrière et leur élection. Donc pour vous, ça peut plomber autant les Républicains? Moi, je pense que ça plombe gravement les Républicains. Gravement les Républicains. Qu'est-ce qui reste de l'autorité du président qui a été élu en décembre? Du président du groupe à l'Assemblée? Franchement, pratiquement rien. Oui, je pense que les Républicains, cette famille politique, elle n'existe plus. Il reste une 60aine de rescapés, dont il ne faut jamais oublier que la plupart ont été élus avec un candidat
Renaissance, c'est-à-dire un candidat du parti présidentiel contre eux. Et donc, ils ont dit aux électeurs, si vous votez pour moi, je m'opposerai à Emmanuel Macron. Et donc, c'est compliqué aujourd'hui pour eux de faire ça. Surtout, il y a une sociologie électorale qui a complètement changé. Aujourd'hui, la droite bourgeoise des centres-villes, elle vote Macron. Elle vote plus LR. Et donc, les LR, ils savent plus très bien qui ils sont. En ça, ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est un épisode de plus de cette recomposition de la vie politique où c'est plus l'opposition gauche-droite, c'est l'opposition entre libéraux ouverts et gens plus fermés, plus souverainistes, si on veut, qui soient de gauche ou de droite. Et donc, je pense que oui, pour les Républicains, c'est très mauvais parce qu'ils ont... Vous savez, c'est comme au tennis. Vous pouvez être en fond de cours, vous pouvez être au filet, mais vous pouvez surtout pas être au milieu du cours, sinon vous ratez toutes les balles. Et ben là, c'est ce qui s'est passé. Et ils ont pas réussi à choisir. Plus exactement, Éric Ciotti n'a pas réussi. Vous préférez le filet ou le fond de cours? Moi, je préfère plutôt le fond de cours parce que je suis plutôt un diesel. Mais c'est une. C'est Borg. Mais en fait, je pense que les deux grands perdants aujourd'hui, c'est les Républicains et surtout les syndicats. Parce que c'est un échec. On va y venir. Il y a une unité syndicale et elle n'a pas réussi à faire plier le pouvoir. On va y venir. On va prendre le pouls du Front social et savoir si ça peut le relancer. Mais juste avant, puisqu'on parlait des gagnants et des perdants, je voulais qu'on jette un coup d'œil à ce sondage de l'ami Frédéric Dabi pour son institut IFOP sur les personnalités renforcées ou affaiblies. Regardons de gauche à droite. On interroge les Français. Pour vous, est-ce que Emmanuel Macron sort renforcé ou affaibli de cet épisode? Évidemment, c'était hier, c'était avant le 49-3. 21% des Français pensent qu'il sort renforcé, 79% pensent qu'il sort affaibli. Jean-Luc Mélenchon, 72% des Français pensent qu'il sort affaibli. Il a été aux avant-postes de la contestation politique. 28% seulement pensent qu'il sort renforcé. Éric Ciotti, on en parlait il y a un instant, les Républicains. Visiblement, ça n'a pas échappé aux Français. 21% pensent qu'il sort renforcé, 79% pensent qu'il sort affaibli. And the winner is Marine Le Pen. 50% des Français pensent qu'elle sort renforcée de l'épisode. 50% des Français pensent qu'elle sort renforcée. Vous avez un doute, Hervé? Non, j'ai pas de doute, mais au fond, ça n'exprime pas grand-chose. En réalité, ce chiffre, Marine Le Pen, pendant la campagne présidentielle, elle défendait la retraite à 60 ans, puis après, elle est passée au statu quo, c'est-à-dire 62 ans. Ensuite, elle a inventé une réforme à laquelle je crois pas grand monde n'a compris quoi que ce soit, mais qui supprime l'âge légal de départ. À la fin, ce qui va se passer, c'est pas du tout ce qu'elle avait proposé, puisque la réforme va être adoptée, selon toute vraisemblance. Il y a eu une unité syndicale, mais qui refuse la participation du RN. Il y a des contestations dans la rue, il y a des contestations au Parlement. Alors, moi, j'entends bien que c'est la perception des Français. Oui, mais c'est un peu facile, si vous voulez. Donc, pourquoi pas, dans la mesure où elle s'est épargnée à peu près toutes les batailles. On n'a pas beaucoup entendu. On n'a pas vu une grande interview structurante de Marine Le Pen disant aux Français, voilà ce qu'est mon projet sur les retraites. La seule chose qu'elle a dit, c'est surfant sur le phénomène d'opinion, c'est si jamais cette réforme est adoptée et que je viens au pouvoir, je l'abrogerai. Vous savez, tous les opposants aux réformes des retraites, ils ont toujours dit ça. Chaque fois que les réformes des retraites ont été adoptées, généralement contre l'opinion, parce qu'il n'y a pas d'héroïsme dans la population, comme disait Guillaume, eh bien, les gouvernements suivants n'y sont pas revenus parce que le réalisme s'impose une fois qu'on est au pouvoir. Le décalage entre les leaders est assez frappant. Oui, c'est un sondage, David. C'est un sondage. Ça n'est qu'un sondage. On est d'accord pour dire que c'est la séquence politique la plus importante depuis le début du quinquennat. Je mets de côté évidemment la politique étrangère, qui en sort gagnante, a priori Marine Le Pen. Et elle a été effectivement, c'est le résultat qui compte. C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'elle a été très lisible et très offensive, mais elle a parlé que quand il fallait. Elle a parlé pour dire je ne suis pas d'accord avec ce projet, sans dire vraiment ce qu'elle voulait faire. Il y a une autre prise de parole que je trouve intelligente qu'elle a eue aujourd'hui, c'est d'appeler les éboueurs à reprendre le travail. C'est-à-dire, en gros, on est contre la réforme, mais le Rassemblement national continue dans son registre. Nous sommes des gens responsables. Nous ne voulons pas bloquer le pays. Oui, c'est ça. Réussir à dire à la fois
je suis plutôt social et je suis du parti de l'ordre, je trouve que c'est plutôt un bilan globalement positif. C'est du en même temps, dit Hervé. Oui, Jean. Oui, non, je pense que ce que ça montre, c'est que l'ensemble des forces politiques classiques, une nouvelle fois, sortent perdants de cette affaire. Marine Le Pen aurait pu se taire, aurait pu parler, elle aurait pu faire n'importe quoi, se balader avec une plume à travers le pays. On s'en fout. On va essayer la prochaine fois quelqu'un qui n'a jamais été au pouvoir. Ah, vous dites carrément, on va essayer, vous êtes à l'indicatif. Enfin, au futur. Je crois que les Francs, quelque part, ils disent, regardez là, ce qui vient de se passer, cette séquence, au fond, ça montre bien que le monde politique tel qu'il est ne fonctionne pas. Donc prenons quelqu'un qui n'a jamais exercé le pouvoir. C'est à force d'entendre des propos comme celui-là que dans les sondages, les gens disent systématiquement c'est Marine Le Pen qui gagne. Si Jean Quatremer dit qu'elle va être élue, alors... Ça fait 10 ans qu'on entend ça et aux élections, elle ne gagne pas. Oui, je voudrais juste terminer mon raisonnement. Je voudrais terminer mon raisonnement. Je veux dire, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça se passe en Italie. Il faut toujours regarder l'Italie. L'Italie, c'est passionnant comme pays. Parce qu'on dit, les Italiens, ça n'arrivera jamais chez nous. En réalité, si. Regardez, ils essayent à chaque fois une nouvelle force politique. Je vous rappelle quand même qu'il y a 4 ans, on s'est dit, tiens, on va essayer la Ligue. La Ligue, ça n'a pas marché. Le mouvement 5 étoiles populiste, Matteo Salvini. Voilà, donc l'extrême droite léguiste, régionaliste, avec un mouvement populiste plutôt de centre-gauche, on va dire, le mouvement 5 étoiles. Et là, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des héritiers de Mussolini, qui se revendiquaient en tant qu'héritiers de Mussolini, et ils essayent le mouvement Fratelli d'Italia avec la première ministre actuelle. C'est un régime parlementaire, Jean. C'est un régime parlementaire à la proportionnelle. Il y a des combinaisons différentes. Oui, mais c'est vrai qu'il n'y a pas ça. Tu as tout à fait raison. Mais ce que je vois simplement, c'est que dans des pays où je dirais que la politique donne l'impression de ne pas être capable de répondre aux préoccupations des citoyens, eh bien, on essaye toujours les plus extrémistes. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup. C'est pour ça que je ne dis pas qu'elle va être élue. Et j'espère pas. Je me battrai de toutes mes forces contre l'élection de l'extrême droite, évidemment, au pouvoir. Mais le sondage que vient de citer David, moi, m'inquiète énormément. Un mot rapide, Arlette, et puis on va voir si le mouvement social peut être relancé. On a tout essayé, sauf Marine Le Pen, ça existe. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on a envie de voter pour elle si elle est candidate. Elle a laissé entendre qu'elle le serait, puisqu'elle veut abroger la loi contre le retraite. Elle évite parfaitement les obstacles. C'est-à-dire que ce n'est pas la bordélisation façon la France insoumise dans l'hémicycle. Il y a un respect de l'institution affiché. Voilà. On est calme, on est serein. Quand il y a un incident, elle a les mots, elle trouve les mots qu'il faut. À chaque fois. Donc, franchement, c'est une image. Ces députés sont sages. C'est pas juste le port de la cravate. C'est qu'ils sont bien élevés. On respecte l'institution. Ouais. Donc, tout ça, ça joue sur l'image. Et Marine Le Pen, à chaque fois, quand il y a un incident, vous la voyez, elle sort, il y a la déclaration sur un ton extrêmement serein et calme. Et on dit, finalement... Donc voilà. La respectabilité. Respectabilité, ça marche. Après, elle ne dit rien. Comme ça, elle se fâche avec personne. Personne n'a compris effectivement ce qu'elle propose. C'est une prime à l'ambiguïté, en réalité. Oui. Que découvre-t-on sur ces images? Est-ce que le mouvement social, parce que beaucoup de monde a réagi, on attend là les résultats de l'intersyndicale dans quelques instants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles journées de grève? Est-ce que la grève peut repartir? Est-ce que les manifestations peuvent repartir? Et que se passe-t-il ce soir? Est-ce que c'est le début d'un possible mouvement de relance de cette contestation sociale dans la rue? Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Et un jingle. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc, immédiatement après l'annonce que le gouvernement dégaine le 49.3, il y a quelques centaines de personnes qui sont descendues dans la rue. Oui, et même des milliers, David. Regardez cette image en direct à Lille, actuellement, cette manifestation qui a lieu dans le Nord. Vous le voyez, plusieurs centaines de personnes qui se rassemblent spontanément depuis quelques minutes maintenant. Image également de Marseille cet après-midi, un rassemblement, vous le voyez, qui a réuni plusieurs centaines de personnes. Également, image aussi de Albi, où des personnes se sont rassemblées spontanément après l'annonce de ce 49.3. À Paris, très vite, les manifestants ont voulu converger vers l'épicentre, l'Assemblée nationale, mais face au quartier totalement bouclé, c'est finalement sur la place de la Concorde que la manifestation a eu lieu, à quelques centaines de mètres du Palais Bourbon. Les principaux syndicats ont rejoint le mouvement. À la base, cette manifestation était organisée par les syndicats étudiants. Un seul mot dans la bouche des manifestants, l'exaspération de voir le 49.3 déclenché. Écoutez.
ce passage en force du 49.3, il est insupportable, c'est indécent et ça va pas s'arrêter là, quoi. Nous, on est là aujourd'hui et on continuera la mobilisation. Il y a forcément une espèce d'exaspération, de dégoût. Le 49.3, c'est le summum, quoi. C'est-à-dire, c'est la concrétisation de plusieurs semaines d'autoritarisme et de déni de démocratie. Il faut se retrouver, il faut s'organiser, il faut se battre, il faut foutre le bordel, comme disent certains, bloquer tout. Plutôt. Bon, et dans le même temps, les leaders syndicaux, et surtout Laurent Berger, s'est exprimé et veut relancer le mouvement. Oui, David, la principale réaction, c'est celle de Laurent Berger, le leader de la CFDT. Il avait prévenu, si le texte était voté au Parlement, il arrêterait les mobilisations. Sauf que pas du tout. Là, c'est le 49.3 qui a été dégainé. Laurent Berger affiche donc la couleur. Les Français, ils n'ont pas élu le 49.3. Ils ont élu des citoyens. Et quand il est question d'une réforme qui va changer leur quotidien à ce point, il faut qu'il y ait un vote, quoi. Et donc, il y aura sans doute de nouvelles mobilisations. C'est une certitude. Un peu plus tard, Philippe Martinez, le leader de la CGT, renchérit. Le passage en force avec l'utilisation du 49.3 doit trouver une réponse à la hauteur du mépris du peuple. La mobilisation et les grèves doivent donc s'amplifier. L'intersyndicale qui est en cours actuellement, vous le voyez, donnera donc le ou les dates des prochaines journées de mobilisation. Merci Quentin. En 1 minute chacun, est-ce que vous croyez à la relance d'un mouvement qui était en pleine décrue jusqu'à présent? Arlette. Il y a, en tout cas, le 49.3 consolide l'unité syndicale. On se disait, s'il y a un vote, la CFDT, comme elle le dit à chaque fois, c'est voté, on aura d'autres formes d'intervention, de mobilisation, mais c'est fini. Et la CGT pourra se lancer, certaines fédérations en tout cas, dans des jusqu'au boutistes, continueront la grève tant qu'ils le pourront, etc. Là, ce soir, l'unité syndicale est maintenue parce que Laurent Berger avait lancé un avertissement au gouvernement. Effectivement, anomalie démocratique, effectivement, le 49.3. Donc, c'était un avertissement très clair. Donc là, l'unité syndicale, elle va rester. Après, est-ce que les grèves vont repartir? À chaque fois, on a dit, le mouvement baisse parce que ça coûte cher. Voilà, c'est très simple. Ça coûte cher. En plus, il y a effectivement aussi, sans doute, une sorte de résignation. Encore que quand je regarde ça ce soir, qu'est-ce qui est, spontané ou qu'est-ce qui a été organisé par effectivement des mouvements, par la France Insoumise, j'en sais rien. Mais il y a quand même, c'est la fête ce soir d'une certaine manière. Or, pourtant, le gouvernement... C'est une divine surprise, vous voulez dire? On peut dire ça si on a mauvais esprit. Mais en même temps, pour tous ceux qui manifestent, ça veut dire que le gouvernement, en quelque sorte, est tombé dans le piège du 49.3. Donc, il va être affaibli parce que les Français n'en voulaient pas. Parce qu'ils trouvent que ce n'est pas un instrument, c'est un geste d'autorité, un passage en force. Donc ils sont contents, en quelque sorte, que le gouvernement se soit piégé. Après, moi je ne veux pas de divination dans les 15 jours, 8 jours, je ne sais pas. Mais là, quand je vois ça, j'ai l'impression de... Je me dis peut-être qu'il y a quelque chose qui redémarre sous une autre forme, d'une autre manière. On ne va pas refaire le syndrome gilet jaune, mais... il y a quelque chose qui peut se déclencher à partir du 49.3 que les Français ne trouvent pas normal. Est-ce qu'il peut y avoir un réallumage des grèves, des manifestations? C'est du carburant pour le mouvement social, évidemment. S'il y avait eu le vote, la CFDT, oui, aurait privilégié la légalité et même les autres auraient pris un peu un coup sur la tête. Là, au fond, le texte en lui-même n'est pas voté. Il faut le rappeler. C'est ça que ça veut dire, le 49.3. On ne vote pas sur la réforme elle-même. Les députés, déjà, n'avaient pas voté sur le texte. Seuls les sénateurs ont voté. La commission mixte paritaire a élaboré un nouveau texte et ce texte ne va pas être soumis aux députés, il ne va pas être approuvé en tant que tel. Donc c'est vrai que ça le vide d'une partie de sa légitimité, il faut bien le dire, de sa légitimité parlementaire. Ça, c'est du carburant pour le mouvement social. Maintenant, il reste un rêve, un fantasme parmi les représentants des opposants à cette réforme, c'est le souvenir du CPE en contrat première embauche 6. Voilà, c'était une proposition du gouvernement de Dominique de Villepin. Cette proposition est allée au bout, au forceps, avec un 49.3, grande contestation. La contestation a continué après, et à la fin, qu'a fait Jacques Chirac? Eh bien, il a promulgué la loi et il a immédiatement suspendu son application, et cette loi n'a jamais été appliquée. C'est ça le dernier fantasme, la dernière porte de sortie qu'il leur reste. Vous n'avez pas l'air d'y croire.
Non, je n'y crois pas tellement parce que politiquement les conditions ne sont pas du tout les mêmes, mais ça existe après tout et donc on ne sait pas exactement quelle mayonnaise peut prendre, mais en tout cas je le redis, oui, le 49.3 c'est du carburant pour que ce mouvement social continue un peu. Oui. Et vous, Guillaume, vous y croyez ? Je ne crois pas trop à un réveil du mouvement, parce que je pense que les mêmes causes produiront les mêmes effets. C'est-à-dire qu'on voit bien de jour en jour, de semaine en semaine, la mobilisation qui diminue, le nombre de grévistes qui diminue, y compris à la SNCF, parce que les gens sont opposés à cette réforme, mais ils sont résignés. Ça, c'est l'état d'esprit général. Ensuite, ce que je vois aussi, c'est que le secteur public protégé sauve l'essentiel. C'est-à-dire qu'en gros, la fin des régimes spéciaux, ce sera pour les gens qui seront embauchés dans l'avenir, mais pas pour les conducteurs, pas pour les cheminots d'aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que dans les prévisions de trafic de demain, il y a 2 TGV sur 3, il y a un trafic du métro à Paris qui sera normal. Et puis, la dernière chose, c'est que l'effet de levier, ou pour dire les choses plus crûment, la capacité de nuisance de ces bastions syndicaux a beaucoup baissé. Et donc, parce qu'il y a le télétravail, parce qu'il y a un certain nombre de solutions alternatives qui font qu'un blocage généralisé du pays, aujourd'hui, ça ne marche plus. Ça, les syndicats le savent et que donc, je pense qu'ils ne prendront pas le risque, même s'ils en ont envie, d'appeler à nouveau à mettre la France à genoux, comme un leader de la CGT l'a dit un peu vite il y a 15 jours. Même sentiment pour vous, Jean ? La France n'a pas été mise à genoux, absolument. C'était quand même un échec syndical de ce point de vue-là. Ils avaient quand même pas à l'arrêt. Voilà, même pas à l'arrêt. Et la grève ne s'est pas étendue au-delà réellement du service public. C'est ça la réalité. Je veux dire, c'est assez fascinant. Moi, quand j'arrive à Paris, on voit les arrondissements où effectivement c'est le service public qui assure le ramassage des poubelles, et les arrondissements où c'est le privé qui assure le ramassage des poubelles. Donc vous passez d'une rue à l'autre, et là c'est propre, et la rue d'à côté est absolument immonde. Donc on voit bien, ça ne s'est pas étendu. Il n'y a pas eu une grève générale. Quand on parle de grève générale, ça veut dire que c'est le privé qui s'arrête de bosser. C'est-à-dire que David, vous vous levez, vous partez et il n'y a plus d'émission. Voilà. Est-ce que c'est vous arrivé ? m'incitez à le faire ? Écoutez, voilà, puisque vous en êtes pris tout à l'heure à l'âge... Mais nous on reste. J'aimerais bien vous voir un petit peu révolutionnaire. C'est les gens qui commencent. Est-ce que... Non mais donc, c'est pour Libération prêche la bonne parole sur les plateaux télé. Et donc, moi je suis exactement comme vous, c'est-à-dire je ne crois pas véritablement à une reprise du mouvement. En revanche, on ne peut pas exclure, et ça je suis d'accord avec Arlette, c'est qu'il peut y avoir des nouvelles formes de contestation, il peut y avoir quelque chose, parce que quand même on voit bien que les gens ont envie qu'il se passe quelque chose dans le pays. Oui. Parce qu'il n'y a pas que... Là, on voit, il y a des jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont mobilisés. Je veux dire, moi, ça me fascine. Moi, j'ai commencé à penser à ma retraite à l'âge de 75 ans, j'ai commencé à y penser. À 75 ans, donc il y a une dizaine d'années. Voilà, il y a une dizaine d'années. Exactement. Non, mais j'ai pensé très, très tard, au moment où j'ai commencé à dire, tiens, au fait, est-ce que j'ai assez d'annuités ? Rassurez-vous, Jean, les jeunes, c'est les étudiants en sciences sociales du Mirail et de... C'est vrai, mais quand même, on voit quand même aussi des gens de 25 ans, de 30 ans qui parlent de la retraite. Non, on peut pas écarter d'un revers de main. Ça manifeste effectivement quelque chose. Un malaise au travail, etc. Et donc, ça, il va falloir... attention, je veux dire que le gouvernement ne peut pas l'écarter d'un revers de main en disant, voilà, je n'en ai rien à faire, j'ai gagné, et maintenant on passe à autre chose. Je ne crois pas, faire attention. Bien, en tout cas...